Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute. Je suis ravi d'accueillir en présentiel, maintenant c'est comme ça qu'on dit, Mireille Pioche, notre invitée. Mireille, bonjour. Bonjour Laurent. Très heureux de vous accueillir. Tu. On ne sait jamais, en dehors de l'émission c'est une chose, oui. mais d'accord, donc on va garder le tutoiement, Mireille. Tu es venue pour nous parler de ta pratique, qui est... Alors, le site internet, ça va donner un petit peu le point de départ, www.espacesingulier.com. Vous avez l'occasion, en plus de cette émission, si vous souhaitez aller voir sur le site de Mireille pour avoir les plus amples détails. En plus, il y a des très beaux textes où elle parle de sa pratique qui donne, on l'espère, durant cette émission, va nous permettre de rentrer en détail, mais très, très bien exprimé, j'ose dire, sur le site internet, la manière dont on peut parler de quelque chose, entre guillemets, d'abstrait, puisqu'on parle de l'être, mais le l'être en mouvement. D'où cet espace singulier qui est vraiment personnel. Alors on pourrait qualifier de thérapeute, on pourrait peut-être penser pour certains mots, alors de quoi on va parler de la danse? Non, ce n'est pas de la danse, quoique il y a de la danse, il y a aussi des soins individuels, il y a des soins collectifs, on va essayer de rentrer dans le détail un peu plus, en profondeur tout au long de l'émission, mais de prime abord on va commencer avec ton propre parcours, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment on vient à enseigner, alors que peut-être que pour bon nombre de thérapeutes, on commence par soi. C'est sur soi qu'on va exercer différentes pratiques. Or, de ce qu'on a pu échanger, de prime abord, c'est pas toi qui as désiré vouloir développer une connaissance de toi. Tu es arrivé dans cet espace singulier, c'est le cas de le dire, un peu... de la danse, des cours, le plaisir peut-être de partager, tout simplement, parce qu'on peut penser que la danse, c'est aussi ça. Oui. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette histoire. C'est intéressant comment le destin, des fois, nous emmène sans qu'on le veuille. Et il y a deux mots qui m'ont un petit peu accroché l'oreille dans ce que tu dis. Il y a le mot « enseigner ». J'ai vraiment à cœur j'ai ouvert cet espace pour partager, effectivement. Pas pour enseigner, pour vraiment partager la liberté de mon propre mouvement et proposer à d'autres personnes d'accéder à la liberté de leur propre mouvement. Mais justement, pour moi, il n'y a pas d'enseignement. J'ai absolument rien à leur apprendre, en fait. J'ai un écrin à proposer où une personne, ou plusieurs, si elles viennent en groupe, chaque personne pourra trouver des expériences à faire pour se mettre en relation avec sa propre liberté de mouvement, la liberté de mouvement de son être profond. Alors, voilà. Sans pour autant parler d'enseignement ou d'enseignant, on pourrait peut-être parler d'accompagnateur, en tout cas quelqu'un qui sert de panneau indicateur. Ouais. Accompagnateur, c'est bien, ouais. C'est bien. C'est mieux. Alors, tu nous viens de l'Oise, donc tu es à 40 minutes de Paris dans le nord en direction de Lille via les transports en commun, 1 heure en voiture. Donc voilà, c'est aussi possible pour celui ou celle ou ceux qui souhaiteraient pouvoir te voir en présentiel directement, de pouvoir se rendre tout simplement dans l'Oise. Très facilement. De même que Paris étant une plaque tournante, pour ceux et celles qui viendraient d'ailleurs, ça peut aller très très vite pour venir te voir. Ouais. Ton parcours. Alors, j'allais dire, c'est comme ça que tu m'en as parlé plus ou moins tout à l'heure, une vie, entre guillemets, une première partie de ta vie assez ordinaire, en même temps avec une sorte d'exigence de la part de maman. Et puis, il y a un moment donné, l'approche de la trentaine un peu passée, quelque chose qui se dévoile ou qui se déchire même. C'est comme ça que j'aurais tendance à avoir entendu tes propos tout à l'heure. Un avant, un après. Et pourtant, c'était pas quelque chose qui était recherché, c'était pas attendu, c'était un mouvement qui, dans ta vie, voilà, ça se présentait là. Bon, pourquoi pas, mais il n'y a pas de quête de prime abord. Non, vraiment pas de quête autre que celle de la perfection, qui était vraiment une quête complètement erronée de mon personnage d'enfant, d'adolescent.
Et oui, il y a un terme pour ça, ça s'appelle sérendipité, non Peut-être. Quand on trouve quelque chose qu'on n'a pas cherché Peut-être. de prime abord. Ce mot ne m'est pas inconnu, mais je serais incapable de dire exactement la signification, la définition. Je crois que c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Parce que ça aussi, je crois que c'est intéressant pour tous ceux et celles qui vont suivre cette émission, qui peut-être pourraient se reconnaître. Tu as été élevé exclusivement par ta mère? Ouais. Connaissance de ton père ou pas? Non. J'ai été élevée par une mère pour qui le sujet de mon père était tabou. Donc, Tu l'as connu, ton père? Je l'ai recherché il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, et je l'ai rencontré. D'accord. Mais... Donc il n'y a pas eu de présence masculine durant ton enfance? Non. J'ai été élevée vraiment... je ne sais pas comment je ne suis pas devenue idiote, parce que c'était tellement tabou qu'il n'était pas question que je puisse poser des questions à ma mère sur le fait que j'avais un père. Et du coup, c'en était arrivé à un point où moi-même enfant, je faisais comme s'il n'y avait aucune différence de situation entre la mienne et celle des autres, comme si je n'avais pas remarqué que les autres avaient 2 parents, et je ne me posais même pas moi-même de questions vis-à-vis de ça. Donc ça a été vraiment ça a mis beaucoup de temps pour moi à me défaire de cet espace de silence, en fait, un silence intérieur où il fallait vraiment pas se poser de questions ni poser de questions. Et oui, j'ai été élevée par cette mère seule pour qui j'étais pas vraiment la bienvenue, parce qu'elle était vraiment dans des conditions de vie très difficiles et qui voulait une enfant prodige. Est-ce que tu n'as pas eu connaissance de beaux-pères, d'autres hommes qui ont pu être présents auprès de ta mère? Elle a épousé quelqu'un quand j'avais 7 ans. Et cet homme était lui-même dans une situation psychique difficile, donc ça faisait 2 adultes dans des situations affectives compliquées. Oui. Pas de frères et sœurs donc? Une sœur, une demi-sœur qui est arrivée avec l'arrivée de ce beau-père. Okay. Et pour moi, une grande solitude d'enfant. Je vois une petite fille qui observe, qui dit rien à personne. Et qui en même temps, par moments, je me vois pédaler par un matin de printemps sur un vélo, sur la place du village, et je sens tout à coup que je suis vivante. Et hop, ça passe. Mais vraiment la présence de l'être comme ça, qui est comme une irruption, et pourtant peut-être que c'est ça ce qui fait que je suis patiente, ou que je sombre pas dans quelque chose de noir. Tu nous dis que ta mère donc avait un désir ou un souhait d'exigence vis-à-vis de toi. C'était pas nommé, hein, mais elle regardait dans ma direction quand je faisais un dessin particulièrement réussi, ou quand je sais pas quelles étaient mes autres qualités. Ah oui, j'ai su lire à 3 ans, donc il fallait avoir une étape d'avance, enfin. Sortir du lot. Voilà, il fallait, ouais. Parce qu'elle était tellement malheureuse d'elle-même, je pense que d'avoir une image idéale à quoi elle puisse s'accrocher, c'était bon, quoi. Alors, est-ce que tu le faisais pour elle? Parce que apparemment, quand tu parles de perfection tout à l'heure, on peut noter que on peut avoir soi-même, pour soi, une sorte d'exigence à vouloir être bon ou bonne dans des matières, dans des pratiques, des techniques. Donc à l'école, en l'occurrence, quand on est jeune, sans avoir besoin de le faire pour autrui. Là, en l'occurrence, au regard de ta mère, est-ce que tu fais les choses pour elle, ou tu as envie d'être, entre guillemets, parfaite pour elle, ou est-ce que tu es juste toi, il y a chez toi un désir de perfection, et on peut l'être, pourquoi pas, dans une pratique, hein, on revient encore une fois, un domaine, un art, j'en sais rien, qu'importe. Donc, pour toi ou pour ta mère, cette perfection? J'avais pas le mot perfection évidemment, mais j'avais être aimée, en fait, hein. Donc
je vois le visage content de ma mère sur moi quand je faisais quelque chose qu'elle appréciait. Et du coup, c'était bon pour moi aussi, donc c'était pas complètement plaqué. C'était entre les deux. C'était un donner-recevoir, mais qui se construit sur une forme de forçage à un certain niveau. Donc enfance, adolescence aussi, seule comme Adolescence horrible. Vraiment, oui. Je crois, enfin, il n'y a jamais eu de mots dans notre famille, mais là, c'était. Ouais, je crois que c'est difficile d'être adolescent, je trouve. Déjà, là, actuellement, j'anime des groupes avec des adolescents. Je vois que c'est difficile pour tout le monde, en fait. Donc, moi, peut-être pas plus qu'une autre, mais de voir aussi, de rentrer dans un espace, le collège, où je voyais que les autres avaient des beaux vêtements. Il y avait la mode. J'ai pris conscience qu'il existait un truc qui s'appelait la mode, que moi j'étais décalée, que les relations avaient l'air faciles pour plein de personnes et pas pour moi. J'avais des relations avec... j'avais une amie que j'admirais beaucoup parce qu'elle était extravertie et elle faisait rire tout le monde, elle rassemblait beaucoup de personnes. Et pour moi, c'était complètement inatteignable. J'étais un peu dans son sillage, comme le petit poisson qui suit. Et je me nourrissais de ça, de cette exubérance, de ces éclats de rire. Voilà, sûrement que je faisais mon petit trésor avec ça aussi. Mais c'était l'idée que c'était les autres quand même. C'était pas pour moi. Alors c'est quoi? C'était une manière de te démarquer, c'est d'être la première de la classe? Ouais. L'intello de service? Ah ouais. Ah ouais, et j'avais pas d'effort à faire puisque j'avais été entraînée à être précoce, donc voilà. Attirer le regard du professeur, mais pas pour mon travail en fait. Ce qui m'intéressait, c'est que le professeur m'adresse un regard, un sourire, d'avoir un signe de vie, de vie relationnelle. Voilà, je pense que j'ai développé un peu comme... il paraît qu'il y a des animaux qui sont mignons pour qu'on s'occupe d'eux. Par exemple, j'ai vu quelqu'un parler des chats. Les chats n'ont pas colonisé la planète par hasard, parce qu'ils n'ont pas à offrir comme les chiens de garder une maison ou comme le cheval de porter des fardeaux. Les chats, ils avaient besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont développé leur côté mignon et ça marche. On les nourrit juste à ce qu'ils se roulent sur le canapé et à leur offrir des caresses, et on les nourrit, on les loge volontiers. Et je pense qu'il y avait quelque chose comme ça d'essayer de trouver des adultes qui s'occupent de moi, en fait, qui me donnent un peu de chaleur, tout simplement. Ouais, c'était pas une attention sur le mode, me valoriser par des mots. C'était plutôt une relation de chaleur humaine. T'as ton bac à quel âge alors? 16 ans et demi, je crois. T'as ton bac à 16 ans et demi? Ouais. C'est tôt, effectivement. Bah, j'avais un an d'avance, ouais. Un an et demi, enfin bon, voilà. Ouais. Bon. Donc à la fac, tu décides de suivre quel genre d'études si tu as fait la fac? Eh bien, pas de fac. Maman était institutrice et je me retrouve institutrice. Sans l'avoir pensé, sans l'avoir décidé. Je ne me souviens même pas comment ça s'est fait. Peut-être... en fait, c'était la voie où on pouvait gagner un salaire tout de suite. Je crois que c'était ça. Rapidité. Oui. Et puis j'ai vécu dans des écoles toute ma vie. Ma mère était institutrice, donc on était en logement de fonction. On passait d'un logement de fonction petit quand on était 2 à un plus grand quand on était 3, 4. Et je connaissais finalement... j'avais pas beaucoup d'enveloppe de sentiments d'être contenue. Moi, j'étais très seule, je me suis sentie très seule. Et du coup, de vivre dans des logements de fonction, des écoles où il y avait des murs, des cours, des préaux, tout un tas d'enceintes autour, il y avait un côté, je pense, qui, complètement inconsciemment, avait été rassurant. Et
Et finalement, être instite, c'était continuer à être dans l'utérus ou dans le cocon, je sais pas. Quelque chose comme ça, quoi. Mais je me suis aperçue très vite que c'était pas... Je me suis aperçue que j'étais institutrice un peu comme maman, qui faisait malheureusement des colères très fortes. Je sentais que je savais pas faire avec, ne pas arriver à apprendre quelque chose à un enfant. Je me voyais développer des choses avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord, mais j'avais pas du tout travaillé sur moi, donc Tu parles d'un point de vue pédagogique ? Oui, ou du point de vue de mes relations avec les élèves. J'étais tellement pas moi-même nourrie affectivement ni équilibrée, je pense que je pouvais pas être... je pouvais pas avoir un don suffisant. Il faut vraiment... Moi, je pense que pour être pour enseigner, il faut donner du cœur aussi. C'est pas des ordinateurs, les enfants. Est-ce que ça veut dire que tu étais amputée du cœur ? Un peu, ouais, je crois, oui. Tu me faisais part, quand on était en tête-à-tête, que justement, quand tu avais des livres et tu voyais le mot émotion, tu étais obligé de prendre un dictionnaire pour essayer de comprendre ou d'intégrer, d'essayer de comprendre ce que voulait dire ce mot. Ouais. Tu nous développes un peu ça parce que ça paraît tellement énorme. Je pense que... Étant un petit peu une intruse dans l'univers de ma mère, il y avait plusieurs principes à respecter. Ne pas faire de bruit, ne pas trop parler, ne pas prendre trop de place. En quelque sorte, je faisais tapisserie, sauf dans les moments où je faisais quelque chose de génial, qui pouvait être dans certains clous, en fait. Mais du coup, évidemment, ça veut dire ne pas pleurer. Donc je pense que dans mes premières années, même tout bébé, j'ai appris à ne pas exprimer d'émotions et j'ai appris à ne pas ressentir d'émotions. Je me souviens pas, enfant, de moments de réelle tristesse ou de réelle joie. C'était un peu comme ça. Encéphalogramme plat. Quelque chose plat, ouais. Et est-ce que tu avais un sentiment de vide ? Est-ce que tu avais conscience qu'il y avait un vide ? Oui, je sentais que j'étais pas heureuse. Sauf par moments, quand j'étais en relation. Dès que j'étais en relation avec des personnes qui avaient de l'appétit pour être avec moi, la vie se transformait complètement. Est-ce que c'est comme ça que tu as rencontré ton mari ? Non. Alors j'ai eu 2 maris, j'en ai rencontré un à l'école normale. Et il avait des caractéristiques maternelles, comme on fait souvent, on choisit ses compagnons par la répétition. Et du coup, il y avait quelque chose de... Il pouvait disparaître à tout moment. Ma mère, elle avait le chic pour me... Quand elle avait vraiment besoin de vivre sa vie, elle me déposait chez quelqu'un et puis elle me disait tu vas rester là. Et puis je savais pas avec qui j'étais, je savais pas pour combien de temps. C'était vraiment un immense espace sans bord où je risquais de me dissoudre et de me perdre. Mon premier mari, il me procurait cette sensation-là de danger, de me retrouver seule, d'insécurité, voilà. Et donc tu l'as connu quand tu dis à l'école, à l'enseignement, Je l'ai connu à l'école normale d'instituteur. D'accord, donc tu avais quoi J'avais 17 ans. Ah oui, d'accord, c'est juste après le bac, quoi. Ouais. Et voilà, on s'est mariés, on a eu 2 filles. Vous resté combien de temps ensemble ? On est restés 18 ans ensemble. Donc tu nous racontes un peu justement cette vie, parce que tu nous as parlé un petit peu de la vie professionnelle, qui pourrait s'avérer être quelque chose d'assez routinier, de ce que j'entends, parce que tu parlais même de la pédagogie, sur le fait d'avoir du mal à communiquer certaines choses avec le cœur auprès des enfants. Et qu'est-ce qu'il en est de la relation justement qui est censée apporter, j'allais dire le couple, à savoir vivre des sentiments, des émotions, d'être mère. Non, oui, j'étais vraiment pas libérée dans mes émotions. J'étais une personne qui fonctionnait bien dans la société avec une forme
de satisfaction à bien élever mes enfants, entre guillemets, parce que je les ai pas du tout bien élevés, mais en tout cas, l'impression de les nourrir correctement, de les coucher à la bonne heure. Des illusions, évidemment, mais ça, j'avais repris mes études à l'université en littérature et psychanalyse. J'avais une satisfaction à sentir que ça fonctionnait bien, que je rendais des trucs qui étaient appréciés. Je rendais mon devoir. Un prof me disait Mademoiselle, ça m'intéressait ce que vous avez écrit, et on se retrouvait à la machine à café et on parlait, et en fait j'étais dans cette répétition que j'avais déjà à l'école ah bah oui, le maître me donne un peu de son temps et de sa chaleur, et voilà quoi. Donc tout ça c'était franchement à regarder de maintenant pas très satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que j'entends quand tu parles de nourrir les enfants, les coucher, ok, mais ne serait-ce que l'accouchement en soi, le fait de donner la vie, est-ce que ça a été chez toi, le nombre de fois on peut entendre, ah oui, à tel moment où j'ai été papa, maman, mère, père, toute ma vie a changé, ça a été une révélation, etc. Est-ce qu'on peut dire que dans ce que tu nous dis, on a le sentiment que c'est quelque chose qu'il y a à faire, je l'ai fait, et puis suivant, c'est quoi la mission suivante? Non, c'était pas ça, c'était vraiment une grande joie d'avoir mes filles. Mais un jour j'ai une amie qui m'a dit mais Mireille, tu vois comment tu manipules ta fille là, tu la tiens un peu rudement, non? Et moi je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Et elle a commencé à développer un peu sa pensée en me disant que à la fois la façon dont je portais mon enfant, qui était petite, qui avait 1 an à l'époque, et la façon dont je lui parlais était pas tout à fait adaptée pour elle. Et moi j'ai vraiment pris ça au sérieux, je suis allée consulter une thérapeute. Donc j'avais 25 ans je crois, 24 ans. Et ça a été vraiment une révélation pour moi de me rendre compte que j'étais en train de reproduire les carences que ma mère avait elle-même héritées, des carences de sa propre mère, etc. Et voilà, donc mes filles, l'émergence émotionnelle, relationnelle, le bon accordage, ça a pris tout ce temps de thérapie, puis le temps de séparation d'avec leur père, avec qui c'était pas du tout accordé. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre la danse singulière qui m'a vraiment cette fois complètement ouvert l'espace de mes émotions, de ma possibilité à me relier à moi-même, aux autres, et ça a été vraiment une naissance. Aujourd'hui, tu as quand même 2 filles, et les 2 qui ont la trentaine, presque, enfin, ouais. Pour l'autre, on est très proche, sont toutes les 2 des artistes, quand même. Ouais. Donc, je pense quand même que pour ce qu'on qualifie d'artiste, c'est d'être proche de ses émotions. Donc quand même, on peut penser que ce que tu as eu l'occasion de leur transmettre, suite peut-être à cette thérapeute quand tu avais 25-26 ans, t'a permis de t'ouvrir et donc de les ouvrir à leur propre monde intérieur pour qu'elles puissent s'y puiser et être ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc c'est déjà... non? Je sais pas, je pense qu'elles se sont... Elles se sont beaucoup... Enfin, la séparation a été très dure pour elles. Je pense qu'elles se sont aussi beaucoup maintenues dans leur propre lien avec elles-mêmes grâce au fait de dessiner, au fait d'imaginer. Et c'est pas forcément moi. C'est vraiment... Je pense que l'art... quand on a un rapport avec une expression artistique... quelle qu'elle soit, qui ait un rapport un peu spontané, ça a quand même beaucoup de vertus thérapeutiques. Ah oui, l'art thérapie, c'est très salvateur pour bon nombre de choses, notamment tout ce qui a trait au trauma. Ouais. Si on peut simplifier un peu ce premier parcours de vie, tu es la fille qu'on attend de toi.
tu es un modèle, entre guillemets, par rapport à ce que la société peut attendre d'un individu, à savoir, voilà, fais ce pourquoi tu as fait des études. Hein. Donc, pas de choix de ta part à faire un type d'études plutôt qu'un autre. On suit le modèle de maman parce que maman a voulu ou parce qu'on veut que justement attirer le regard de maman. J'avais très peu de pensées. Alors ça, c'est un point commun de toute ma vie, c'est que j'ai... Ouais, il y en a qui vont peut-être être surpris. Vas-y. J'ai un mental peu présent. Et du coup, et aussi un rapport au passé qui peut être déroutant pour certains, mais j'accorde pas tellement peu de temps et d'attention au passé que j'ai du mal à me souvenir. Les souvenirs s'effacent énormément. Et je ne me souviens pas, effectivement, comment je me suis retrouvée enseignante. Je ne sais pas si c'était une idée de ma mère ou de moi, je ne me souviens pas. Et en même temps, ces 30 premières années de ma vie ont été marquées par... même si au niveau cognitif, j'étais très très performante, au niveau de savoir qu'est-ce que je pense de quelque chose, quelle est ma relation, moi, à ma propre pensée autour de ce que je suis, autour de ma vie. Ça, c'était relativement blanc, parce que je crois que j'étais pas vraiment je me suis pas vraiment vécue comme sujet autonome quand j'étais enfant. Comme sujet, je vois vraiment des périodes de blanc et de silence très longs. Est-ce que, excuse-moi du terme, mais si on peut parler de mouton, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas? Et sinon, pourquoi? Ou si oui, pourquoi? Mouton, j'étais pas du tout mouton par rapport au groupe auquel je participais. Je me sentais toujours à part. Donc dans ce sens-là, j'étais pas, je faisais pas comme les autres, je ne m'habillais pas comme les autres. Par contre, si on peut parler de soumission à l'autorité, j'étais extrêmement soumise à l'autorité parce que pour moi, il en dépendait de ma vie de pouvoir. Oui, je parlais des chats tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on développe comme stratégie pour survivre. Enfin, je dis vie, mais c'est la survie. C'est comment moi, depuis l'espace de silence et de blanc que je suis en train de vivre, je peux accrocher quelque chose qui va me permettre d'en sortir. Donc, c'est pas franchement le terme mouton, c'est plus une dépendance vis-à-vis affective peut-être. Que l'affectif doit être à l'extérieur parce que chez moi c'est trop désert. Alors moi j'imagine quand même que tu avais des amis et notamment suite à cette amie quand tu étais jeune un peu extravagante, ouais. Extravertie, que l'inverse de toi, donc tu étais attiré par ça. Donc on pourrait peut-être penser légitimement que quand tu es devenu adulte que tu te tournes vers justement des modes de pensée à contre-courant ou des modes de culture à contre-courant de ce qui est classiquement, alors tu le disais, par rapport à peut-être la manière dont tu t'habilles, mais aussi peut-être être tourné vers des amis qui peuvent peut-être combler un peu ce manque sur le fait d'être trop lisse, d'être dans les bonnes cases que l'autorité souhaite pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et dans quelle mesure ça a pu t'inspirer? Peut-être des ouvrages, des livres J'ai pas été trop lisse parce que j'avais toujours cette piste, ce double fil qui était de bien faire ce qu'on te dit, mais en même temps soit un peu surdoué. Donc soit un peu surdoué, c'est peut-être pas le mot, mais fais quelque chose de plus, enfin de faut que tu sortes du lot. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc par ton excellence. Non pas en par rapport, en conflit. Ma mère, elle voulait une fille douée, donc et des dons. Et les dons, du coup, finalement, ça a eu le fait que, par exemple, qu'elle valorise mes dessins, m'a encouragée à dessiner. Le fait que je me sois aperçue qu'en dessinant, je pouvais pas forcément dessiner des choses, mais dessiner un peu au hasard. C'est venu dans le fil, je pense, de ce goût d'enfant.
Et ça a aidé aussi, ça m'a aidé à construire ma pratique de l'improvisation avec différents matériaux, dont le dessin. Et ça m'a permis de me relier à des personnes du milieu artistique. La première chose, ça a été plutôt la danse que le dessin. Mais j'ai fait partie d'une compagnie de danse. Et puis, je me suis dirigée vers l'improvisation. À quelle période, à quel moment? Quand j'avais une trentaine d'années, 33 peut-être. Donc ça m'a amené rapidement, en fait, ces dons, entre guillemets, parce que c'est paradoxal de parler de dons, puisque c'est en fait des choses qui ont été un peu mis en place pour survivre, pour une mauvaise raison. Mais en tout cas, ces objets qui me permettaient d'avoir une relation avec le monde, en fait. J'étais pas complètement seule dans mon vide, j'étais en relation avec le monde. Cet objet, ce crayon, cette feuille, il est entre moi et l'univers, et ça peut faire un pont. Donc ces objets sont devenus des ponts. Le dessin, la danse, le chant. J'aimais beaucoup nager, j'ai un côté poisson qui respire pas souvent. Est-ce que c'est pour signe astrologique? Non, je suis Gémeaux. Non. Mais ces choses-là sont devenues les lieux où je pouvais échanger en fluidité, avec davantage de fluidité avec le monde. Et du coup, j'ai trouvé des personnes qui étaient dans le même plaisir à explorer ces matières-là. Suite à cette thérapie que tu fais à un moment donné, donc tu prends conscience de certaines choses. Pour toi, l'essentiel de ces prises de conscience se situe où? Voilà. Déjà, je pose cette question et puis on verra par la suite. La première thérapie, c'était une psychanalyse qui a duré sur une dizaine d'années avec des petits espaces de pause. Et encore la mémoire. Ok. Si, ça y est, j'y suis. La prise de conscience sur la psychanalyse, c'est pas dans tout le matériel qui s'est déroulé, encore que ça pouvait être intéressant de prendre conscience, par exemple, que le sujet de mon père était tabou, par exemple. Mais c'est plus le souvenir d'avoir été allongée dans un sofa et je me sentais comme si je me sentais allongée dans une main. Donc c'était mon image, c'était extrêmement bienveillant pour moi d'être allongée dans une grande main qui c'était pas forcément la main du thérapeute, mais je sais pas comment, c'est étonnant cette image, mais vraiment c'était doux en fait. Et dans cet espace, de sentir que je pouvais complètement ouvrir un robinet. Et d'ailleurs, c'est une image que j'emploie souvent maintenant dans mes accompagnements. C'est, si vous avez envie, dans ce moment que je vous propose maintenant, voyez qu'est-ce que ça fait si vous ouvrez le robinet. Ouvrir le robinet, pour moi, ça veut dire lâcher prise totalement sur le but, l'envie de dire quelque chose de particulier, l'envie que ce soit intéressant, l'envie que ça ait une forme particulière et l'envie d'efficacité. C'est-à-dire vraiment laisser émerger un propos, que ce soit un propos, alors pour la psychanalyse c'est un propos verbal, mais pour la danse c'est un propos corporel, pour le dessin c'est autre chose. En tout cas à cette époque-là, quand j'étais allongée dans cette grande main, c'était en réalité, je peux tout détendre et laisser les mots couler, même s'ils ne veulent rien dire, même si ils n'ont apparemment aucun lien entre eux. C'est d'avoir fait cette expérience. En fait, c'est drôle, je le réalise seulement aujourd'hui, que c'est vraiment ça qui m'a amenée à pouvoir développer toutes les pratiques qui ont suivi autour de la voix, de l'écriture spontanée,
de l'improvisation corporelle, de l'improvisation graphique, de la sculpture, de l'improvisation dans la nature avec les éléments naturels. En fait, c'est ça, c'est vraiment dans la psychanalyse que c'est arrivé. Et ça, c'était vraiment... moi, je sens que quand il y a cet espace de... le robinet ouvert, où je laisse s'écouler de moi, sans vouloir contrôler, sans vouloir donner une autre image, sans vouloir contrôler l'image de moi que ça donne, puisque sans en attendre quoi que ce soit, il y a une fluidité, mais je la ressens au niveau psychique, au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau vibratoire. Il y a vraiment quelque chose qui est comme une source qui s'écoule et qui est transparent, et il y a le cœur qui commence à pouvoir s'inviter, parce que si j'arrête de filtrer l'image que je donne de moi, c'est un acte d'amour. Ça veut dire je suis prête à aimer tout ce que je suis sans vouloir rien en réserver, en cacher. Donc ça, c'était vraiment ce que je retiens de la psychanalyse. Suite à ça, qui t'a recommandé d'aller faire un tour à une formation, ou c'est même pas tant une formation, je crois que c'était un salon, l'espace singulier? Non, c'était... J'étais dans une formation où il y avait de la psychomotricité et de la psychologie. Tu faisais ça pourquoi? Je faisais ça pour devenir... comment ça s'appelait? Actuellement, ça s'appelle psychopédagogue. Mais c'était travailler dans les réseaux d'aide spécialisés qui étaient en... réseau d'aide spécialisée pour les enfants en difficulté dans les écoles. D'accord. On pouvait, quand on était instituteur, on pouvait faire une formation qui durait 2 ans. Et il y avait dans cette formation, et après ça, on était amené à recevoir dans un espace à l'extérieur de l'école des enfants qui n'investissaient pas leur rôle d'élève, qui pouvaient proposer différents types de souffrances. T'as suivi cette formation parce que tu voulais changer de l'institutrice. Oui. En fait, je veux pas du tout enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était vraiment déjà très très clair. Je veux être à côté. Je veux être en relation, mais pas au-dessus. Oui. Et c'est ce qui. Et d'ailleurs, dans ce métier, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'enfant rentre dans la pièce dans laquelle il y a un matériel que j'ai choisi. S'il s'assied à tel endroit, moi, ça va m'inviter peut-être à m'asseoir à tel endroit ou à tel autre. S'il reste debout, peut-être ça va m'inviter à aller me mettre debout à côté de lui. C'est déjà une improvisation corporelle de la posture. Et après, c'est une improvisation en duo avec quel passage, quelle texture cet enfant a besoin d'explorer pour être en relation avec lui-même et pour être en relation avec moi qui suis dans son extérieur. Donc on rejoue un peu l'image que je disais tout à l'heure de la feuille de papier et du crayon, qui est un pont entre l'enfant et un autre qui va recevoir ce qui se passe. Tu finis la formation ? Alors cette formation, c'était en 96, c'était il y a longtemps. J'ai fait cette formation, j'ai exercé ensuite avec des enfants en réseau d'aide spécialisé. Et donc c'est un de tes profs ou un enseignant qui... Et donc c'est pendant cette formation qu'un psychologue clinicien, un psychomotricien, qui fait un travail fort intéressant dans l'eau. Il fait un travail, lui, sur l'improvisation dans l'eau pour se rencontrer. Il s'appelle Paul Fernandez et il fait des stages qui s'appellent Au-delà du principe d'Archimède, qui sont vraiment... Alors là, c'est ouverture du lâcher-prise, mais dans l'eau chaude accompagnée. Je le dis en passant parce que c'est vraiment génial, ces stages. Et donc, il me dit, cet homme... Mireille, ça a l'air de t'intéresser, le corps. Peut-être que tu pourrais aller voir là-bas. Et j'arrive
Et je prends cette affiche qu'il me donne et j'arrive l'été suivant dans un espace où il y avait 5 stages qui se menaient en parallèle. Il y avait argile, danse singulière, clown et d'autres choses. Le travail dans l'eau, justement, lui, il animait un atelier. Et ça s'appelait une université d'été. Ça durait 5 jours. D'une revue qui s'appelle Pratique corporelle, qui a toujours fait des articles extraordinaires sur la réalisation de soi par le biais du jeu corporel avec soi-même, enfin du jeu avec le corps plutôt. Et donc j'arrive dans ce stage qui s'appelle Danse singulière, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'étais toujours la Mireille, bien propre sur elle, qui faisait tout bien, qui n'avait pas d'émotion, etc. Et puis, je sais pas, je raconte ça vraiment en détail, ouais. Et la danse singulière, c'est 5 jours de danse singulière, c'est 5 jours où matin et après-midi, on passe par un dispositif où il y a un temps de musique de groupe, où il y a une danse de groupe, puis un temps qui s'appelle appropriation individuelle, où on est censé choisir parmi 4 musiques celle qui nous plairait, ou la musique du silence, et s'avancer au milieu de l'espace vide. Les personnes sont autour le long des murs, et si on le souhaite, on peut choisir une musique solo. On va au milieu, on danse, et ensuite, quand on a terminé, on revient au bord. Et c'est suivi à nouveau d'un temps de musique de groupe, pour danser en groupe, puis un temps de parole qui est très conséquent, qui dure 1 heure. Et ça se fait matin, soir. Il y a 10 sessions comme ça pendant le stage. Et donc, à la fin de ce premier jour de stage, où moi, j'ai un peu l'impression de Bon, les temps collectifs, super, je danse au milieu d'un groupe de personnes, c'est chouette. Les temps où on me propose de choisir une musique et d'aller toute seule au milieu, au centre des regards, c'est terrible, quoi. Je sens une angoisse hyper forte. Je me demande si je vais pouvoir y aller. Et il y a quelque chose chez moi qui dit toujours va où tu as peur, et du coup ça s'est produit là. Et donc je fais cette improvisation et je me rends compte qu'une fois que je suis sur place toute seule, la peur diminue un peu. Et puis je ne me rappelle pas de ce que je fais. Je prenais un peu de cours de danse contemporaine, donc peut-être des mouvements de danse contemporaine que j'ai appris. Et le soir, donc 2 sessions comme ça, et le soir, l'animateur qui s'appelle Marc Guiraud, qui a inventé la danse singulière, me dit Mireille, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Tu n'as pas parlé aujourd'hui? Et moi, je réponds de façon assez désinvolte et pas très engagée, mais c'est normal puisque je n'avais pas de centre à l'époque. Donc je dis oui, c'est chouette, on peut choisir sa musique, on peut faire ce qu'on veut, pas je. Et puis il m'écoute et puis il se penche vers moi et il me regarde vraiment d'un air assez grave qui m'inquiète un peu, et il me dit j'ai envie de te dire quelque chose. Je pense que tu as du vocabulaire corporel, l'imagination, il y a beaucoup de mouvements différents. Puis il me regarde vraiment au fond des yeux et me dit je suis pas vraiment sûre que ce soit toi. Et j'ai suivi après beaucoup de stages avec lui. Je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose d'aussi violent à quelqu'un, mais grâce à cette violence qu'il me fait à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'effondre en moi. Et toute cette soirée, après ce premier jour de stage, où je suis vraiment comme si ma vie avait été réduite en décombres, où je pleure beaucoup, j'ai envie de vomir, c'est vraiment un effondrement d'un seul coup. Et ensuite une nuit dont je ne me souviens pas, mais simplement que le lendemain matin, quand la matinée se déroule et qu'on arrive au moment solo et que je choisis une musique, j'entends encore la musique,
C'était une Ça, musique. c'est le deuxième jour seulement. C'est le deuxième jour, ouais. J'entends cette musique, qui était une musique lyrique, et je rentre dans l'espace et je m'aperçois en accédant au milieu, là où je suis seule, je m'aperçois que je me sens toute nue, je me sens... j'ai plus rien à quoi m'accrocher, tout ce que je savais, je ne sais plus rien. La danse contemporaine où j'avais appris les mouvements, j'ai bien senti que c'était parti complètement, ça n'a aucun sens. Et je suis en robe, j'ai les jambes nues, je vois mes pieds nus par terre et tout à coup je me sens vraiment un bébé qui commence qui marche pour la première fois. Alors ça donne un truc un peu claudiquant. C'est marrant parce que je m'appelle Claude dans mon deuxième prénom. Bref. Quelque chose qui se cherche, un équilibre qui se trouve pas tout de suite. Et puis je me mets à marcher et je pense que je me redresse dans ma posture. Et tout à coup, à un moment où je commence à être plus à l'aise, je sens une présence dans mon dos. Et en réalité, c'est une présence qui s'emboîte complètement à ma marche, à mon mouvement, comme deux corps qui marchent en un seul. C'est l'animateur qui s'est invité à me rejoindre, parce que dans la danse singulière, on peut s'inviter dans la danse de quelqu'un. Et il me fait ce don extraordinaire de la complétude, en fait, que j'ai jamais connue. Et donc on marche et je me dis oh là là, mais te fais pas d'idée, pars pas dans un état de félicité trop parti, trop perché, parce que ça va s'arrêter. Prépare-toi, ça va s'arrêter. Et effectivement, on marche jusqu'au bout de la pièce et arrivé au mur, lui il part à gauche, moi je pars à droite et on se sépare et c'est comme si ce moment, dans ces 5 minutes qui se sont écoulées, j'ai reçu et j'ai perdu. Et c'est magnifique de recevoir et de perdre, parce que c'est de là que peuvent naître les émotions. C'est de la capacité à perdre, à sentir qu'on peut perdre. Et jusque-là, dans ma vie, j'avais toujours saturé, j'avais toujours tout fait pour ne pas me sentir en perte de quoi que ce soit. Pas souffrir quand ma mère partait, donc la perte, c'était pas possible. Et là, vraiment, d'avoir eu ce don du fait que j'avais pas eu de contact masculin dans mon enfance, vu que j'avais pas de père présent au domicile, vraiment de m'avoir donné à la fois ce contact tellement désintéressé et puis de l'avoir lâché, c'était vraiment la possibilité pour moi de naître à sentir que je suis vivante, sentir que je peux... aller en confiance dans la vie. Oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Aller en confiance avec les pertes. C'est ça. Parce que normalement, dans la symbolique des archétypes, la mère amène la sécurité émotionnelle, oui. Et le père emmène l'enfant à l'extérieur, oui. En sécurité. Oui, il a joué les deux rôles, je pense. Oui. Oui. Et quand je suis sortie de là, je t'ai raconté tout à l'heure que j'étais allée à la boulangerie et que la boulangère m'a demandé qu'est-ce que je peux vous servir, avec un grand sourire, et que rien que ça, je me suis mise à pleurer. Je veux bien un croissant. Et j'étais touchée au cœur de son sourire, comme si c'était la première fois que je pouvais recevoir dans mon cœur un sourire. Vraiment. Voilà, donc j'avais 33 ans quand je suis née et que j'ai pu commencer à ressentir les choses. C'est quand même énorme. Alors donc là, ouais. Mireille d'avant, tu parles d'une renaissance, une sorte ouais. de rebirth quelque part. Ouais. Tu es née à nouveau à toi-même, ouais. Touchée par une sorte de grâce de pouvoir ressentir ce que tu avais verrouillé durant tant d'années pour survivre. Et donc il s'agit de faire avec ça.
Ouais. Et quand c'est nouveau, des fois on ne sait pas trop si c'est bon que je ressente ça ou pas. Tiens, là j'ai mal, mais est-ce que je peux m'autoriser à ressentir pleinement que j'ai mal? Est-ce que je peux m'offrir pleinement là, ce ressenti de joie, voire qui peut être dérangeant pour les autres, d'exubérance ou sur une explosion de bonheur, de joie c'est pas tant qu'on a envie de la communiquer, c'est qu'elle jaillit. Et de s'autoriser ça. Donc, quand tu as fini ces 5 jours, qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle Mireille qui peut-être commence à se mettre en place? Ça peut faire peur, j'allais dire, le bonheur peut faire peur. Donc, le fait d'accueillir ça, comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Je me sens extrêmement vivante, c'est dingue, c'est comme si tout avait du goût. Et en même temps, je retourne au bout de ces 5 jours dans ma famille, dans laquelle on a l'habitude de me connaître pas du tout à cet endroit-là. Et ça fait un peu fracas. Hein. Assez vite, après 2-3 jours, je retombe dans l'ancien, qui me convenait pas. Donc je vois toujours que ça me convient toujours pas plus. Il me faut quelques mois pour me dire non, vraiment, je peux pas rester avec mon compagnon parce que je suis avec lui pour de très mauvaises raisons et je sens que c'est pas le père de, même si c'est le père de mes enfants, ce sera pas possible et qu'au fond ça, je le sais depuis longtemps, mais que je j'ai pas voulu le voir. Et en même temps, une culpabilité terrible qui fait que j'essaye de partir au bout de quelques mois et que ça se passe très très mal de sa part, que ça me fait peur, que ça se passe aussi mal et que je remets le couvercle et que je tombe malade. Pas vraiment malade, mais des symptômes qui me mènent à être opérée. Et à ce que, au lendemain de l'opération, on me dise, je retrouve un psy au pied de mon lit qui me dit « Madame, on vous a opéré, mais vous n'avez rien, donc il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce que vous voulez voir un psy ?» Je lui dis « Écoutez, je suis déjà en psychanalyse, donc je ne vais pas en rajouter un. » Mais c'était très clair pour moi que je devais changer de vie. Ouais, tu voyais où se trouvait la problématique. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai quitté le père de mes enfants. Et voilà. Et donc tu t'engages, en même temps ça peut agir comme une sorte de révélation hein, qui t'arrive suite à cette expérimentation de ressenti à travers un espace où tu peux danser, être toi, etc. Donc tu deviens assidu dans le fait de suivre cet enseignement. Ouais. Ça dure combien de temps? À quelle fréquence? La danse singulière, alors je dirais encore pas enseignement, parce que comme c'est vraiment un animateur qui offre un espace contenant avec des règles du jeu très précises. Mais il y a, justement, il a inventé ça, Marc Guiraud, pour une raison que je trouve très belle, c'est qu'il voulait danser et il a essayé de prendre des cours et ça a été insupportable pour lui finalement, ce processus d'apprendre les mouvements de quelqu'un d'autre. Et moi, je me retrouve bien là-dedans, parce que quand je dois apprendre, j'ai été danseuse dans une compagnie, apprendre une chorégraphie, pour moi, c'était insupportable. J'avais l'impression d'être un perroquet qui doit répéter une phrase que quelqu'un d'autre a prononcée. Et qu'est-ce que je disais? C'était quoi la question? De l'enseignement, donc... pourquoi pas d'enseignement, c'est vraiment un espace, la danse singulière, où justement, on ne fait que rencontrer ce qu'on y amène. Il le formulait comme ça, lui, déjà? Non, c'est ma façon de le dire. Mais oui, je pense qu'il le formulerait comme ça, oui. Oui. Et donc, on rencontre soi parce qu'on amène soi. Et j'ai fait pendant une 12aine d'années des stages au moins 1 fois par an ou 2 fois par an. Et à chaque fois, il y avait
une forme de libération à un nouveau niveau, un nouveau niveau, un nouveau niveau. Quand tu parles de stage, c'est 5 jours? Oui, 5 jours. Parce qu'il n'était pas dans l'Oise, il habitait... Il est à Bordeaux, ouais. Donc il avait fondé une association qui s'appelle Transit. Et c'est par le biais de cette association qu'il donnait des stages, je crois qu'il en anime encore un peu. Et donc aujourd'hui il a 80 ans quand même. à peu près, je veux pas dire de bêtises si jamais il voit cette émission. Si ça se trouve il en a que 78, mais autour. Et tu suis cette... Alors, c'est ça, c'est moi qui utilisais le mot enseignement. Hein. Oui. Et on l'a vu, d'ailleurs c'est la première chose sur laquelle tu as rebondi dès le début de l'émission. C'est très sensible chez moi comme sujet. Donc, d'accompagnateur. Mais en même temps, si je parle d'enseignement, c'est parce que accompagnateur, ça peut paraître comme une sorte de dissonance cognitive pour ceux et celles qui nous écoutent. Ouais. C'est-à-dire, danser, pour les gens, c'est, danser, je suis en boîte de nuit, j'ai un espace pour moi, je sais pas, en fonction de ma sensibilité, musique latine, du blues, du disco, de la dance, il y a différents types qui me correspondent, ou pense-t-on qui peuvent me permettre d'exprimer corporellement certains états d'être. Donc ça, en quoi ça demande à être accompagné. Et puis en même temps, puisque je parle moi d'enseignement, là on enseigne à être. Tu vois, mais l'enseignement à être, c'est la personne qui le découvre. En l'occurrence, toi, ou l'enseignement que tu as suivi, c'est auprès d'un tuteur qui te donne des panneaux indicateurs. Et ces panneaux indicateurs sont somme toute très relatifs au final. Parce qu'il n'y a que soi avec soi qu'on peut le savoir. Mais ce qui est magique dans cette histoire-là, c'est que ceux qui ont écouté ton témoignage, avec Marc Guiraud, quand tu nous parles de ta démarche un peu d'enfant, lors du 2e jour qui apprend un peu à remarcher cette renaissance, pour dire, c'est quoi l'intérêt pour Marc d'être venu, entre guillemets, te coller ou d'être derrière toi et d'emboîter tes pas pour que de 2 corps, il n'y en ait plus qu'un seul. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est pour ça que je parle d'enseignement, parce qu'il n'y a pas eu d'échange verbal, il n'y a rien. Et il y a quelqu'un qui, lui, l'a estimé dans son fort intérieur, et eux, comme une sorte d'appel, il est venu derrière toi, il aurait pu peut-être se mettre devant, j'en sais rien, te prendre la main, tu vois. Très intéressant, cette question. Parce que, effectivement, dans la danse singulière, l'animateur peut rentrer en interaction avec une personne qui est en train de faire un solo. Et pas que l'animateur, n'importe quelle personne autour qui... Voilà, si moi dans mon solo je suis en train de courir et que je passe devant quelqu'un qui a lui super envie de courir, il peut se lever, courir derrière moi. Et si moi j'ai pas envie qu'il soit dans mon espace, je lui ferai ça. Non, s'il te plaît, j'ai envie de courir tout seul. Et ça aussi c'est magique parce que c'est un truc qu'on fait jamais dans la vie, c'est de dire à quelqu'un, moi en ce moment j'ai besoin de ça, et de l'affirmer. Et oui, donc l'animateur il peut rentrer bien sûr dans un solo. Mais il le fait depuis un espace intuitif en fait. Et c'est ça pour moi la magie de la danse singulière, et c'est la magie qu'ont éprouvé aussi les constellations familiales ou toutes les choses qui se basent sur l'improvisation. C'est que quand on ouvre ce robinet, je vais garder cette image, si moi je suis au centre, que je suis une stagiaire, je déroule quelque chose. Et je déroule quelque chose dans quoi peut-être je me débat à un moment. Si l'animateur, il est avec lui aussi, s'il peut animer dans un état d'improvisation, s'il peut pas, c'est pas la peine qu'il soit animateur de danse singulière. Mais s'il peut l'être, il va effectivement être guidé pour intervenir au bon endroit et au bon moment. Et pour la croissance de la situation. Parce que c'est ça que j'ai... C'est ça qui a fait émerger la danse singulière pour moi, c'est que si une personne se relie à un laisser s'écouler, laisser être, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans envie
l'animateur, il va pas se lever pour dire « Oh là là, il faut que je fasse ça, comme ça, elle va pouvoir faire ça. » C'est-à-dire sans but ni esprit de profit, sans aucune intention d'autre que de sentir que « Ah, je suis animateur, je me lève et mon corps se porte à cet endroit précis sans que je sache pourquoi ni ce qui va se passer. J'accepte de déléguer tout ça à une puissance qui me dépasse peut-être. » Donc quand on fait ça, la situation, pour moi, ce que j'appelle l'intelligence de la situation, l'intelligence, elle irrigue toute la situation. Elle va s'arranger pour que chacun pour qu'il se déroule ce qui doit se dérouler, pour qu'il y ait une croissance. Et ça, c'est vrai pour moi pour tous les espaces où un groupe travaille sur l'improvisation avec cette boussole. Donc, si je suis animatrice, je fais confiance que l'intelligence de la situation va me permettre, va m'informer sur où je dois aller, avec quelle rapidité. Ce qui va y agir. Tous les niveaux, en fait, sont irrigués par l'intelligence. Donc le niveau émotionnel, le niveau relationnel, le niveau... En fait, ce flux, c'est pas le flux que mon petit robinet, c'est le flux global. De la vie. Le flux global va tout à fait irriguer cette situation pour que l'espace, le temps, les personnes, les émotions, les imaginaires se connectent et produisent les événements qui sont nécessaires à la croissance de la situation et de chaque personne. Sans remettre à plus force. Ce que tu es en train de dire là, ça me fait penser à la première chose que tu m'as dit quand je suis venu te chercher, que tu es monté dans la voiture. Tu m'as parlé de la lecture de conversation avec Dieu. Oui. Et tu as mentionné à un moment donné, voilà. La question n'est pas de savoir quand est-ce que Dieu parle, la question est de savoir qui écoute. Ouais. Oui, la question n'est pas de savoir est-ce que Dieu parle. Oui, Dieu parle à tout le monde et tout le temps. La question est juste de savoir qui l'écoute. Voilà, c'est ça, oui. C'est ce dont tu es en train de parler là. Ouais. Certains appellent ça des synchronicités. Tu sais, les synchronicités, ça arrive de temps en temps. Alors là, ce que tu es en train de nous dire, c'est les synchronicités, quand on laisse la vie jaillir en soi, c'est non-stop, c'est d'instant en instant que ça arrive. Il y a quelque chose de plus grand, de ce qu'on pourrait qualifier de la transcendance, qui nous envahit, et il n'y a pas de but. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi ça va servir. Si ça va servir, ça jaillit, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est de laisser cette part à la grâce de nous traverser, et quelque part, ça ne m'appartient pas, ce qui... Voilà. Ouais. Mais c'est en même temps dans ce sens-là qu'il y a la notion de tuteur. Parce que... Laurent tire à la notion de tuteur. Oui, je t'explique pourquoi. J'aime beaucoup ça. Et je t'explique pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, qui est un sachant, donc l'enseignant en l'occurrence, ce professeur, mais il n'y a pas de pratique ou de technique qui pose un cadre, avec des règles du jeu, tu l'as dit. Et en même temps, au bout combien de temps t'as suivi 5 années durant combien de temps t'as suivi la danse singulière? Ouais. Oh, une douzaine d'années, je dirais. Oui. Et est-ce que ça a été au bout de 12 ans où il a dit, bon, qui va enseigner? Au bout de combien de temps, ça? Oui, mais il s'est trouvé que... Je sais pas... Oui, à peu près, mais c'est... Oui. En fait, il a demandé aux personnes qui avaient un parcours significatif. Et il a demandé? Mais enseigner, il n'emploierait jamais ce mot-là. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme? Je pense qu'il dirait qu'il veut proposer des espaces de danse singulière. Mais pour moi, il y a vraiment... l'enseignement, c'est la situation qui l'enseigne, c'est pas l'animateur. C'est-à-dire que la situation, elle enseigne. La situation avec ce cadre... ces 4 temps, une danse en commun, une danse seule, une danse en commun, un temps de parole. Ça, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Et il n'y a absolument aucun enseignement, à part le fait que dans ce cadre-là, on y va pour se livrer à ce qui peut se livrer à la surprise de l'instant. Et donc, ce n'est que ça qu'on y apprend. Est-ce que tu penses que... parmi ceux et celles d'entre vous qui ont répondu présent à sa question. Oui. D'accord.
j'imagine que lui aussi, ayant un discernement, n'aurait peut-être pas accepté si il avait senti que certaines personnes n'étaient pas prêtes. Oui, je crois quand il a commencé à vouloir transmettre, il a fait appel à des personnes qui avaient c'est toi qui parles de transmettre. Qui avaient une longue pratique. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que le terme enseignant, c'est pas juste, mais en même temps, c'est pour ça que enseigner à être, ça s'apprend pas entre guillemets. C'est pas quelqu'un qui peut dire faut faire ci, faut faire ça, ça rentre dans telle case. Ce que peut faire au mieux entre guillemets l'enseignant, je l'emploie à dessein ce terme, c'est de poser le cadre dont tu viens de parler, oui. Des modalités, des règles du jeu, mais il a conscience que ça se passe par l'être. Oui. Et on peut pas enseigner à l'autre qui je suis. Enfin, je veux dire, chacun est qui il est. Ça ne peut pas s'apprendre, ça jaillit. Mais par contre, peut-être que quelque chose qu'on peut aider à faire, c'est à enlever, entre guillemets, ou montrer le chemin qui va permettre de peler les pots, d'enlever les pots de tous ces fameux conditionnements dont tu parlais. Moi, c'est vrai que je peux apporter par moment une aide qui peut être, par exemple, de partager... déjà, depuis Conversation avec Dieu, moi j'écris aussi des conversations. Donc, quand je reçois un groupe ou une personne individuellement, ça m'arrive aussi de questionner par écrit, y a-t-il un message pour cette personne ou cette situation ? Et donc, oui, je peux effectivement par moment dire des petites choses comme ça qui se présentent, mais ça dit un peu... ça dit au fond qu'il y a à s'acclimater à une absence de volonté sur la situation, en gros. Et ça dit, ça aide les personnes aussi à voir. Voilà, c'est ça, c'est important, c'est qu'il y a beaucoup de ces situations qui jouent sur être au centre, être témoin, être au centre, être témoin de quelqu'un qui est au centre. Et donc, ce que la guidance peut apporter, c'est comment être un bon témoin pour l'autre, par exemple. Parce que si je peux regarder l'autre, celui qui est au centre du cercle de danse, ou en train de dessiner, parce que là on parle de la danse singulière, mais dans les groupes que j'anime, ça peut être faire une improvisation corporelle dans l'herbe, ou ça peut être... du dessin ou une improvisation vocale, ou ça peut être plein de choses. Donc on va dire la danse par exemple, mais c'est une chose parmi d'autres. Est-ce que moi je peux être un témoin pour la personne qui est devant moi, que je vois, plutôt qu'un spectateur qui aurait payé sa place et qui veut un spectacle intéressant? Donc si je suis un témoin, je peux regarder cet être qui est là devant moi, comme je peux regarder cette plante qui est dans ce pot là-bas. C'est-à-dire cette plante, elle est parfaite, elle n'a pas une branche qui est trop haute, et puis celle-là qui serait trop basse, et ça serait mieux de les corriger, ou qu'elle soit un peu plus verte, parce que la feuille là-bas n'est pas tout à fait du même vert que les autres. Est-ce que je peux regarder cet être-là comme cette plante, c'est-à-dire comme quelque chose, quelqu'un, comme un être vivant, qui a des couleurs, qui a une texture, qui a une énergie, qui a un mouvement, qui a une dynamique, qui suscite en moi des images, des émotions, et pas en termes de ça c'est bien ou ça c'est pas bien. C'est-à-dire tous les tâches du jugement ou du commentaire évaluatif, même de l'évaluation, même de dire à quelqu'un oh là là c'est très très beau ce que tu fais. Est-ce qu'on se représente à quel point certains enfants vont développer dans leur dessin tu connais quelque chose, hein. Une forme de... Oui, heureusement ça m'a pas trop fait ça, mais je vois des enfants de 7 ans, ils peuvent déjà plus dessiner spontanément, parce que comme quelqu'un leur a dit quand tu fais une maison c'est beau, mais quand tu fais un gribouillage c'est pas beau, et ben ils vont faire une maison. Alors que peut-être s'ils prenaient leurs feuilles, parce qu'ils sont énervés à ce moment-là, et qu'ils ont besoin de faire des mouvements dans tous les sens, saccadés, ou de taper avec le pastel sur la... et qu'ils vont s'apercevoir que tout à coup, ce qui est sur la feuille, ça coïncide complètement avec leur être, et que c'est
moi je le vois, je le fais avec les enfants, je leur propose ça. Donc je vois bien qu'ils se réalisent complètement dans leur être quand ils peuvent se déconditionner de je vais faire un beau dessin. Et on pense qu'on conditionne dans les jugements comme ça, mais on conditionne aussi dans les jugements comme ça. Positif, ouais. Dans les jugements positifs. C'est-à-dire, ah ouais, non mais là, ils étaient tous tellement contents de ce que j'ai fait, je vais le refaire. Et c'est pas mieux. Donc c'est vraiment l'accompagnement, la guidance, c'est de pouvoir se mettre à un endroit où, quand je suis témoin d'un processus, moi je dis un processus d'exploration, la personne elle explore sa danse au sens large, c'est-à-dire danse, ça peut être je vais au centre, je choisis la musique numéro 2, je vais au centre, je m'allonge et je respire et j'ai tout cet espace, tout ce parquet qui est pour moi tout seul et juste j'ai envie de poser mes mains là, je le fais, j'ai envie de me gratter les cheveux, je le fais. Et c'est pas une danse, mais c'est une présence corporelle, une présence présente, je sais pas comment dire, qui peut être en mouvement ou en immobilité. Alors ça serait quoi la différence avec justement aller danser, boîte de nuit ou autre, j'en sais rien. Finalement, il y a des gens qui peut-être dansent chez eux, dans leur salon, tout seuls, parce qu'ils ont mis un album et que ça leur plaît. La danse singulière, si on parle de ça, ou les autres après, situations d'improvisation, la danse singulière, la différence, c'est que je vais expérimenter pendant ces 5 jours, alternativement, d'être témoin de l'autre, un témoin le moins jugeant possible, avec les indications que peut-être on va réunir ensemble lors des temps de parole, pour se dire comment on peut être le témoin le moins jugeant possible. Ça fait partie du travail. Donc, si je peux regarder l'autre comme quelque chose de parfait, avec ses couleurs, cette palette de couleurs, oh là là, il est tendu. Eh ben ouais, il est tendu. C'est ça. Ce qui est ne peut pas ne pas être. Ce qui est, c'est que cette personne, elle est comme ça, elle est tendue. Waouh, ben dis donc, cette tension, elle a vraiment besoin d'exister. Bon, ben si c'est ça qui existe, moi je suis témoin de ça. Et je regarde avec bienveillance cette scène où cette personne, elle a besoin de traverser ce moment où elle est perdue, où elle est tendue, où elle est bien, où elle a envie de courir, où elle se sent déprimée, où elle a envie de se laisser tomber au sol. Je regarde tout ça, et puis tout à l'heure, ça va être moi qui vais être au centre. Et je vais pouvoir moi-même m'accompagner de ce même regard bienveillant, témoin, que j'ai pu avoir pour l'autre personne. Donc la spécificité de ces mouvements qu'on vit, c'est vraiment de pouvoir porter sur l'autre un regard qui est suffisamment bon, suffisamment bienveillant, jusqu'à ce qu'on puisse le porter sur nous-mêmes. Et l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque session, à chaque nouveau moment, on nourrit ça pour nous-mêmes, pour l'autre, pour nous-mêmes, pour l'autre, pour le groupe, pour la situation. Alors toi, en tant qu'accompagnatrice, oui. Quand tu vois qu'une personne, elle n'est pas vraie, comment ça se passe pour que tu puisses l'aider à aller dans sa vérité, dans l'expression d'elle-même? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que tu crois qu'elle le voit, qu'elle ne le voit pas, qu'elle est au même titre que justement on a pu le faire pour toi quelque part? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a fait pour moi. Et d'une manière violente, mais avec beaucoup de bienveillance. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, j'ai un peu bougé par rapport à cette question de pas être vrai, parce que il y a une part de moi qui pense qui ressent que ce qui n'est pas vrai est quand même vrai. Oui, vive les paradoxes. C'est-à-dire que ce qui est vrai, peut-être que cette personne, elle fait des mouvements qu'elle a appris par cœur et qu'elle a très peur d'être regardée et qu'au fond, elle s'accroche comme à une bouée à ça. Et en même temps, c'est ça qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a tellement envie de bien faire, d'être aimée et de trouver sa place dans cette situation, que c'est ça qui émerge. Et ce qui est vrai, c'est l'amour ou le désir d'amour qu'il y a derrière. Et donc l'amour, en fait. Donc, ce
Ce qui est intéressant aussi, c'est pour moi, ma place d'animatrice et d'accompagnatrice, même d'accompagnatrice quand les personnes viennent faire un séjour individuel, c'est de pouvoir aussi restituer à la personne cet espace où elle peut s'accompagner dans ce qu'elle pourrait ressentir comme décalage avec son être vraiment spontané ou profond, et de sentir que au fond elle peut être autour de ça, elle peut vraiment sentir qu'elle faire un petit pas autour. Moi je visualise une couverture en fait quand je visualise pour moi-même, hein, quand je vois qu'il y a quelque chose d'un peu étroit chez moi ou de mesquin, quelque chose que je pourrais me reprocher. Je sens que c'est comme si je faisais tout à coup un petit pas derrière moi, comme si j'étais la couverture autour de mes épaules. Et il y a cette couverture qui dit oh ben dis donc Mireille, t'as eu peur de quelque chose là, hein. T'as eu peur de ça, c'est quelque chose qui vient de loin, de ton enfance. Et c'est pas du tout dramatique, c'est touchant, ça devient touchant. Et j'ai envie de développer cette capacité pour les personnes à être touchées par leur propre je sais pas, ces parcours, travers, imperfection, leur propre texture en fait, le fait qu'ils sont cette palette, ils sont cet ensemble. Ça serait pas du tout intéressant qu'ils soient j'allais dire que éveillé, je sais pas si ça existe, mais pour moi d'être éveillé à mon niveau, c'est ça, c'est de sentir que ce truc qui se manifeste à un moment, c'est pour mon bien. Il y a absolument rien de mauvais dans tout ce qui se manifeste. Même mon alacrité, ce qui se manifeste, c'est là pour le bien, pour la croissance de ma situation, de la situation. Donc je doive, si je suis dans un groupe et que je me dis oh non mais j'ai pas envie de partager mon goûter là, je le mets dans mon sac parce que j'ai envie de le manger à 4 heures toute seule. Bon, puis après je me dis oh non mais c'est égoïste de faire ça. Mais il y a le truc autour qui dit ah mais c'est intéressant parce que là en fait grâce à ce petit truc qui se passe maintenant, t'es en contact avec ta peur de manquer qui vient de tellement loin. Et c'est doudou ça, c'est une peur d'enfant, c'est quelque chose de très touchant en fait. Donc il y a rien à condamner, il n'y a pas de truc à corriger quoi. Et c'est ça pour moi d'accompagner les personnes dans cet espace-là. C'est vraiment touchant de pouvoir avoir cet amour, cette douceur et de se dire mais oui mais tout ce qui est là, c'est là pour du bon en fait, même ce qui semble vraiment vilain. Donc dans ton espace singulier, oui, c'est tout cela que tu proposes, ouais, collectivement, en groupe, mais aussi individuellement. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que c'est sur une journée? Est-ce que c'est le cadre? Quel est-il? Le cadre, le cadre il évolue parce que initialement je demandais aux personnes de me dire combien de temps elles voulaient, combien de temps d'accompagnement elles voulaient. Donc ça peut être sur une journée ou sur 4 jours, suivant le temps dont je dispose et dont la personne dispose. Mais j'avais dans l'idée qu'il fallait que je m'imprègne un peu de ce qu'était la personne, donc je lui envoie un questionnaire. Et voilà, par rapport à ce qu'elle me dit dans ce questionnaire, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle désire, j'imagine un petit parcours pour elle. Et au fond, c'est en train de se transformer parce que grâce à des personnes qui sont venues et qui m'ont dit moi j'ai envie de venir séjourner chez toi. Parce que chez moi c'est aussi un lieu de séjour, c'est-à-dire on peut venir et faire une retraite par exemple, dire je viens 3 jours chez toi, j'ai envie de me retrouver avec moi-même. Et donc on décide si on a envie si la personne elle a envie de communiquer ou plutôt d'être dans sa bulle, on se met d'accord là-dessus. Donc il y a une personne un jour qui m'appelle et qui me dit j'ai envie de venir séjourner chez toi, peut-être avec un accompagnement. Et moi je dis peut-être. Elle me dit oui mais je ne le sais pas encore, est-ce que ce serait possible que je décide sur place? Ah, je me dis très bonne idée, moi tout ce qui est impro ça me va, donc je lui dis d'accord. Donc elle est venue
Et puis, le premier jour, elle a fait sa vie, elle est allée dans la forêt. Il y a un petit chemin pas très loin de la maison où on est directement dans la nature. Puis le soir, ou le lendemain, elle me dit, ah bah là, maintenant, j'aimerais bien un accompagnement. Alors pour elle, c'était un soin énergétique. Enfin, en tout cas, c'est un toucher intuitif qui je peux pas trop l'expliquer. En fait, c'est je pose la main et ça fait un peu comme quand on voit le satellite Spoutnik s'arrimer au truc, ça fait un petit clic comme ça. Quelque chose qui s'emboîte. Qui adhère. Et il y a une énergie très douce, très apaisante qui descend. Et donc, je lui fais ce soin-là. Et puis l'après-midi, elle est repartie dans son monde. Elle a fait sa vie ailleurs, pour autre chose. Et le lendemain matin, je l'ai emmenée dans la forêt faire un peu de mouvement authentique, qui est une forme d'improvisation en silence cette fois, corporelle, qui peut être en dialogue ou pas avec les éléments naturels. Et donc cette forme de surf sur les besoins de la personne, par moment d'être seule, par moment d'être accompagnée, par moment d'être à nouveau seule, je trouve ça génial. Donc c'est une nouvelle formule qui serait à expérimenter, qui serait que ça puisse se décider comme ça. Le côté artistique, il rentre dans quelle proportion ou avec quelle facette dans cet accompagnement, alors groupe ou individuel? Parce que tu as mentionné, alors je ne sais plus si c'est au début de l'émission ou en dehors, tu as par exemple l'écriture, ça peut être peut-être des dessins ou autre. Quand je fais un stage de groupe, je le fais en état intuitif, donc je prépare plus du tout les stages, sauf la danse singulière, ça demande énormément de préparation, beaucoup de bandes son, je fais beaucoup de bandes musicales, qui peuvent aussi être inspirées de la danse des 5 rythmes en termes de faire des courbes ascendantes qui vont amener à déployer beaucoup d'énergie physique, puis à arriver au calme. Ça peut être ça aussi. Mais la plupart du temps, donc j'essaie d'être vraiment moi-même dans une improvisation, c'est-à-dire j'ouvre le robinet pour délivrer quelque chose qui soit le plus possible, c'est comme le clic, qui s'arrime le plus possible à ce que vit la personne au moment où elle le vit, ou le groupe au moment où il le vit. Donc dans ce sens-là, alors on va dire... je laisse ouvert, mais ce qui se produit, c'est que dans une même journée, par exemple, un groupe un stage autour de la liberté de mouvement, ça peut être dans une journée... qu'est-ce que c'était le dernier stage? J'ai proposé j'avais mis un gros tas de coussins dans l'espace, dans le studio de danse, et c'était de commencer par déposer tout son corps dans cette marée de coussins, et de sentir si on avait envie d'y bouger, et de sentir quels endroits avaient besoin d'être relâchés, et de sentir si on avait envie d'aller vers les autres ou de s'isoler, de sentir si on avait envie d'être sur la musique ou plutôt en décalage. Des choses comme ça, par exemple, ça c'était une proposition. Après, il y a eu... on est parti dans la forêt, on est allé dans un bois de sapin, on s'est mis en relation avec un élément. L'idée c'était j'ai proposé de faire le caméléon, c'est-à-dire de sentir si moi je me mets juste à côté de l'arbre ou contre l'arbre, est-ce que je peux sentir que c'est comme si je devenais un arbre, et si je vais vers un brin d'herbe, qu'est-ce que ça modifie dans ma conscience corporelle, dans mon état. Ensuite, une mise en mouvement, peut-être avec moi comme témoin et le groupe comme explorateur, dans un espace où il y a un tas de bois par exemple. De s'asseoir, de sentir les textures, de fermer les yeux, de voir s'il y a un mouvement qui vient ou pas, de respirer, enfin différentes propositions d'improvisation, mais je dis improvisation, souvent ça fait peur, donc j'essaie de trouver un autre mot, je sais pas comment dire. Disponibilité corporelle, disponibilité au mouvement ou à l'immobilité, on peut dire ça comme ça, éventuellement à la rencontre avec les autres. Il peut y avoir aussi des temps que j'appelle récréation, où
Le groupe est dans l'espace du studio de danse. Il y a une bande musicale. Et puis il y a plein de choses qui peuvent être utilisées dans l'espace. Par exemple, il y a des instruments, des petits tam-tams, il y a des grandes feuilles, des pastels, des couvertures, des coussins. Et puis pendant 1h30, chaque personne elle est invitée à se relier à qu'est-ce que j'ai envie maintenant. Ah là maintenant j'ai envie de prendre un coussin, de m'allonger et d'écouter la musique les yeux fermés. Ah là maintenant j'ai envie de danser parce que cette musique-là elle me plaît bien. Je vais danser. Ah là maintenant j'ai envie de danser avec machin là-bas qui danse. Ça me plaît bien. J'ai envie de faire un duo avec lui. Ah non mais là j'ai envie d'aller tout seul. Explique-moi et voilà. Une chose. Pourquoi les gens auraient-ils besoin de venir dans le cadre que tu proposes alors que finalement on pourrait le faire chez soi? J'allais dire comme à la maison. Si j'ai envie de m'étendre dans les coussins, je m'allonge dans les coussins. Ouais. Si j'ai envie de danser chez toi, je danse chez moi. Enfin, le cadre que tu proposes pourrait sembler être quelque chose de... finalement, entre faire chez soi ou faire chez Mireille, la seule chose qui pourrait, entre guillemets, changer en apparence, c'est quand je suis chez moi, je suis avec des personnes que je connais, mon compagnon, ma compagne, mes enfants, voilà. Et là, avec Mireille, pour le coup, c'est Mireille, que de prime abord, je connais pas, et puis les gens qui seraient présents. Donc, je comprends. Alors, ça serait quoi la différence? C'est la première question. Et la deuxième sous-jacente, c'est quand tu proposes aux gens, par exemple, en forêt, d'être à l'écoute de leur ressenti par rapport à l'arbre, par rapport aux bûches, aux brins d'herbe, etc. Est-ce à dire qu'ils ne le sont pas chez eux, qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur ressenti sur comment ça se passe à l'intérieur? En fait, la question, c'est la source spontanée du mouvement. Si tu fais cette expérience, Laurent, de te lever un matin et de ne pas quitter ton lit tant que tu n'auras pas fait l'espace, la page blanche. C'est-à-dire de ne pas quitter ton lit tant que tu sauras ce que tu vas faire. Je vais me faire un café, je vais à la douche, Et tout ça, c'est en général des automatismes et des conditionnements. Essaye de faire ça rien que 1 heure chez toi, de passer 1 heure chez toi dans un mouvement spontané, c'est-à-dire en laissant ton corps aller là où il a envie, besoin d'aller, en laissant à ton corps l'initiative, ton corps-cœur, ton cœur-corps. Tu vas voir que c'est extrêmement difficile parce qu'on est tout le temps dans des habitudes ou dans des intentions, c'est-à-dire qu'on a mentalisé à l'avance ce qu'on va faire. Les espaces que je propose, ils sont destinés à ouvrir pour soi un lieu possible de page complètement blanche pour un laisser-aller du mouvement spontané. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que si tout le monde était en relation avec un mouvement spontané, sans attente, sans but, sans projection mentale, le monde serait guéri demain matin. Mais que c'est difficile à faire. C'est difficile à faire. Je vois bien que quelqu'un qui va venir à mes stages pour la première fois et quand je dis on va crayonner. Ah oui, mais moi je sais pas dessiner. On va pas dessiner, on va crayonner, c'est-à-dire on va laisser le corps laisser une trace sur un support sans s'occuper de à quoi ça ressemble, mais juste pour l'énergie qui va se distribuer de moi dans l'espace. Bon, ça, c'est pas du tout évident d'accepter de vivre en laissant notre propre énergie se distribuer d'elle-même dans l'espace. Et tout ça, pourquoi? Parce que, pour moi, il y a une intelligence de notre situation sur Terre. Et cette intelligence, elle demande à ce qu'on se laisse être distribué dans notre énergie, dans l'espace, qu'on se laisse être utilisé comme un outil. On serait un... Enfin, je sais pas, oui, j'aime bien utiliser. On se laisse être utilisé par cette énergie qui juste nous conduit là où c'est bon pour la situation. Et que si on n'apprend pas à le faire dans un lieu protégé, où on va se défaire petit à petit de ces conditionnements, parce que c'est pas en une situation, hein.
c'est pas mal de répétitions, mais quand même sur un stage de quelques jours, j'ai accompagné une personne qui est venue pour un accompagnement individuel de 3 jours, je crois. Le 3e jour, je lui dis, ben voilà, maintenant je vais être ton témoin pendant 45 minutes ou une demi-heure, je sais plus, et tu peux faire ce que tu veux, mais je suis ton témoin. Donc en fait, c'est la transition entre des situations où tu pouvais dessiner, danser, chanter, rire, prier, parler, faire de la poésie, écrire. Bah là, c'est un peu une transition vers la vie normale, c'est-à-dire qu'on est dans la maison. Et puis, si tu vas te faire un café, je serai ton témoin. Tu te fais un café. Si tu as envie de danser, de mettre une musique, je serai ton témoin. Et cette personne, elle a choisi d'aller dans la rue. Et quand elle était arrivée au début de son accompagnement, elle nommait vraiment une sensation d'enfermement en elle-même, dans sa spontanéité. On est allé dans la rue, et là je me suis dit, mais Mireille, c'est toi qui es à la ramasse, parce qu'elle avait tellement de liberté. Elle s'est mise sur un banc, elle s'est allongée sur un banc, et puis elle s'est laissée rouler du banc, et elle roulait sur le trottoir. Et à ce moment-là, je vois une voiture de gendarmerie qui descend la rue. Pas mal, ouais. Et moi, alors mon côté enfant qui a eu très peur de l'autorité, elle me dit, et les gendarmes et tout, puis elle avait les yeux fermés. Je pense qu'elle voyait pas les gendarmes. Et je me suis dit, mince, je lui dis pas, ça va être quoi sa réaction s'il s'arrête, parce qu'elle est vraiment au bord du trottoir et tout. Et donc je lui dis tout doucement, il y a des gendarmes qui passent. Et elle continue ce qu'elle avait à faire, elle s'en fiche. Les gendarmes ne se sont pas arrêtés. Elle est arrivée au bord du trottoir, elle s'est levée, elle a fait le zigzag de l'arrêt de bus. Il y avait un zigzag jaune, elle jouait comme à la marelle, ou enfin elle faisait un truc d'enfant, quoi. Puis elle s'est retrouvée à un endroit où il y avait des copeaux comme dans un bac à sable. Et là j'ai vraiment réalisé que c'était pas si difficile en fait. C'était pas si difficile, mais c'était un extrême. Elle m'a vraiment permis de voir l'extrême. Et que moi-même, j'aurais besoin que quelqu'un me fasse faire ce stage pour que je sois capable de continuer à zigzaguer sur des trucs jaunes, même s'il y a la voiture des gendarmes, par exemple. Je vois que j'ai une limitation par rapport à cette personne, finalement. C'était assez drôle. Très drôle. J'en reviens, et on arrive à la fin de cette émission. Oui. Quand, avant que tu aies ton réveil, ton éveil, il est intéressant, tu as mentionné, je ne sais plus les termes exacts, que finalement te mettre en lien avec tes émotions, c'était difficile au point d'avoir... qu'est-ce que c'est une émotion déjà? Ouais. Quand tu es avec les personnes en forêt, que tu leur dis, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous devez être proche de l'arbre ou pas? Est-ce que vous devez le coller, le toucher ou pas? Qu'est-ce que ça vous dit intérieurement? De ce que tu peux observer, dans quelle mesure est-ce que les gens que tu reçois ont du mal à se connecter à, finalement, qu'est-ce que ça me dit intérieurement? Ça, c'est une forme de question qui pourrait être saisie par le mental. Du coup, je crois que c'est des questions que je pose pas trop. Je donne vraiment, quand je dis tu te lèves le matin, tu te mets au bord de ton lit et c'est tes pieds qui vont décider là où tu vas. Je donne vraiment toute la place à ça. C'est-à-dire que j'incite les personnes à placer leur corps, à laisser leur corps se placer comme il a besoin, où il a besoin. Et c'est vraiment... en fait, par exemple, si tu as un accident de voiture, ton corps, il va pas se demander... la mémoire du corps. Il va aller directement où il faut, quoi. Si tu dois éviter de te faire percuter par une voiture et que tu peux le faire, tu vas courir au bon endroit. Et ça va pas du tout passer par là-haut. Et moi, je pense que ça, c'est l'état d'urgence. Mais en dehors de l'état d'urgence, il y a une vraie intelligence du corps. C'est pas forcément dans l'émotionnel ou dans le qu'est-ce que je pourrais ressentir qui est bien pour moi. C'est plus direct Attention, que ça. C'est même pas qu'est-ce que je pourrais ressentir. C'est dans quelle mesure ils sont à l'écoute. Oui.
Parce que certains peut-être pourraient dire, mais je ressens rien. L'écoute, ça fait partie de ce qui est travaillé dans les stages. C'est-à-dire, par exemple, la situation de relâchement sur les coussins. Le relâchement, c'est vraiment important de relâcher à la fois le mental et l'espace du corps. Donc, il y a beaucoup d'espaces dans les stages où j'apprends à être cette écoute. Louis Sanza en a beaucoup parlé dans son livre, non, c'est Robert Emery qui en a beaucoup parlé dans le livre La Voix du Sentir, qui relate les enseignements de Louis Sanza. Louis Sanza parle de concavité. La concavité, ce serait un principe féminin, mais qui serait présent chez tout le monde, qui est l'espace de la réception. Il développe, Louis Sanza, que dans notre rapport au monde, on a tendance à vouloir être pénétrant. Donc un principe plus masculin, c'est-à-dire être au centre, exprimer, dire, manifester qui on est, dans un sens d'occuper de l'espace, du son. Et il parle de développer ce principe de concavité qui serait « Ah, je reçois. Qu'est-ce que je reçois maintenant ?» Je reçois tout cet espace de cette pièce qui est là, je reçois ta présence. Je reçois cette caméra qui me renvoie une image. Je me demande est-ce que c'est bien là que je dois regarder ou est-ce que c'est Laurent que je dois regarder. Donc je reçois mon petites questions intérieures qui sont passées au moment où je me suis assise ici. Tout ce qui est présent en fait. Et c'est apprendre ça, apprendre déjà à recevoir. Et après, dans ce que je reçois, peut-être que j'ai plus envie de me... Là, par exemple, je sens que je me suis mise progressivement dans une position qui convenait moins bien à mon dos. Et si je l'écoute, je sens que c'est plus là. Et c'est juste d'avoir écouté. C'est pas très compliqué, en fait, hein, mais ça s'apprend. Comme tu dis, c'est pas très compliqué, hein, mais en même temps, puisque de prime abord, notre société ne nous invite pas à être dans cette écoute, on a... comme toi, passer 33 ans de notre vie peut-être dans un truc, je sais pas trop pourquoi ni comment, mais voilà, jusqu'à ce que... Ouais. C'est beau, c'est magique. Ouais, wow. C'est magique. Cet accueil peut changer et révolutionner beaucoup de choses. Ouais. Et tu l'as dit, hein, notre société sera certainement bien différente si on était plus à notre écoute. Ouais. Donc toute cette question qui se pose sous-jacent, en fait, ce que tu permets, c'est un grand accueil de qui... c'est pas de temps de qui on est, c'est un accueil de l'instant. Là. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant ? C'est d'être disponible. Pour moi, je souhaite qu'on soit tous disponibles à la grâce qui nous informe. Ouais. Un grand merci Mireille pour être venue dans le cadre de cette émission nous parler de ce qui a jailli. En l'occurrence de ta pratique, de qui tu es, c'est les effets secondaires entre guillemets, mais c'était vraiment un très grand plaisir. Ouais, pour moi aussi. On rappellera donc pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, espace-singulier toutattaché.com, Mireille Pioche avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez avoir toutes les informations complémentaires, à savoir le site internet, le numéro de téléphone, l'email, la page Facebook, je l'ai repéré, la chaîne YouTube aussi. Donc tout ça, toutes ces informations là, vous l'avez sous le lien dans le descriptif de la vidéo YouTube, donc de l'article d'Immédiat consacré à cette émission. N'hésitez pas à contacter Mireille pour X questions que vous pourriez avoir. C'est pas très loin de Paris, Paris étant un peu le centre entre guillemets de la France pour desservir un petit peu toutes les régions. C'est rapide, ça peut se faire très facilement. Tu peux accueillir jusqu'à combien de personnes chez toi ? Pour les stages, pas plus que 12. C'est déjà bien, hein ? Ouais, c'est bien pour les accompagner en douceur. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais d'autre ? Ah oui, je te laisse peut-être le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aurais souhaité dire, que tu souhaites dire ? Qu'est-ce qui jaillirait là dans l'instant ? Qu'est-ce qui jaillirait ? Vraiment une grande gratitude au robinet qui coule parce que ça m'a amené ici. Ça va m'amener ailleurs. Je sens vraiment comme un miel qui... C'est plus un robinet d'eau par moment, c'est un robinet de miel et c'est vraiment très bon. Donc merci à la grâce, merci à Louis Sanza, merci
à Marc Guiraud, merci à Neil Donald Walsh qui a écrit Conversation avec Dieu. Merci à Paul Fernandez qui m'a envoyé à la danse singulière et merci à toi Laurent. Merci beaucoup à toi Mireille par ta présence. Merci à vous tous qui nous suivez. On se retrouvera le mois prochain pour un nouvel espace thérapeute. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé par nos programmes, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à suivre la page d'Immédiat. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission qui sort, vous en êtes informé. C'est simple. Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas suite à cette émission. N'hésitez pas à la partager, à écrire un commentaire. Et puis, si vous appréciez notre travail, que ce travail vous nourrit, n'hésitez pas à faire une petite donation en fonction de vos moyens. Ça sera très apprécié. Au mois prochain. Au revoir à tous.